Bienvenue sur Mediapart. Samedi 21 septembre, les Gilets jaunes étaient à nouveau dans la rue. Certains étaient mêlés aux manifestations pour le climat et beaucoup ont encore une fois été malmenés par les forces de l'ordre. Donc l'actualité Gilets jaunes continue et c'est donc avec beaucoup de plaisir qu'on reçoit aujourd'hui Laurent Jean-Pierre. Bonjour, vous êtes professeur de sciences politiques à Paris 8 et vous venez de publier un ouvrage sur les leçons politiques des ronds-points. Ça s'appelle Injirou, mais c'est un ouvrage que vous avez pu travailler, rédiger un peu après l'acmé du mouvement, donc avec le bénéfice du recul. Donc on est heureux de pouvoir en parler avec vous. Et je vous interroge avec Lucie Delaporte, qui a couvert avec d'autres pour le journal sur le terrain le mouvement des Gilets jaunes et qui a aussi été en contact avec les premiers chercheurs qui ont travaillé sur la sociologie du mouvement. Alors première question, peut-être justement à quelques jours, on se parle là à quelques jours de cet acte 45 des Gilets jaunes. Vous soulignez dans le livre que c'est un mouvement qui a bousculé beaucoup de certitudes savantes. Oui. Et une des choses qui a bousculé, c'est la durée atypique de ce mouvement. Est-ce qu'au terme de votre enquête, vous arrivez à l'expliquer, en tout cas à la comprendre, cette durée ? Oui, merci de votre invitation. Bonjour. Alors bon, il faut relativiser ce que je disais là dans l'ouvrage. La durée, c'est un des éléments effectivement d'originalité. Bon, il y a des mouvements sociaux qui sont très longs, qui durent plusieurs années. Le mouvement des droits civiques aux États-Unis, c'est un mouvement de plusieurs années. Donc effectivement, je dis, dans le cadre de lutte sociale en France récente, c'est un mouvement qui a effectivement plutôt une longue durée. Alors un des éléments d'explication de cette durée à avoir, je crois, avec le fait qu'un autre trait d'originalité du mouvement tient au fait qu'il politise des gens qui étaient très distanciés de la politique, qui étaient même pour certains dégoûtés de la politique, pour certains, disons, hostiles, disons, aux partis, aux représentants, critiques de la distance entre représentants et représentés, et pour certains abstentionnistes ou alors votant, disons, aux extrêmes. Donc du coup, le mouvement a un rôle, disons, de réintéressement ou de repolitisation ou de politisation, d'éducation politique pour une grande partie des participants, en tout cas des premiers participants au mouvement. Et donc, il y a une sorte de dynamique interne qui incite à la durabilité du mouvement, puisqu'au fond, comme en entrant dans le mouvement, on parle de choses dont on ne parlait plus, et qu'en plus, on devient légitime à parler alors que notre parole n'était que du bruit ou que quelque chose qui n'était pas entendu, eh bien, effectivement, on a intérêt à rester en quelque sorte mobilisé, même s'il y a un coût élevé en temps. On parle aujourd'hui pas mal des divorces, par exemple, des séparations qui ont eu lieu à l'intérieur du mouvement. Bon, ça, c'est un point de, disons, simplement anecdotique, mais tout ça pour dire que oui, il y a un intérêt à rester dans le mouvement, il y a une incitation à rester dans le mouvement parce que le mouvement nous permet d'apprendre des choses ou en tout cas de parler de choses qui n'étaient pas entendues auparavant. Et donc ça, c'est à mon avis un des facteurs qui explique en tout cas le noyau dur, le maintien d'un noyau dur du mouvement pendant, disons, plus de 9 mois, étant entendu tout de même que le mouvement a vu en tout cas ses effectifs dans la rue et sur les ronds-points décliner pendant ces 9 derniers mois, et on parle peut-être des raisons de ce déclin qui n'ont pas à voir uniquement avec le mouvement, mais aussi avec les réponses gouvernementales, bien sûr. Bah justement. Oui, parce que vous rappelez que le pouvoir, pour essayer de circonscrire un peu ce mouvement, a usé de deux techniques parallèles, simultanées. D'un côté, l'organisation du participatif, le grand débat. De l'autre côté, une répression très forte des manifestants dans la rue et de nombreuses violences policières. Et l'une des hypothèses de votre ouvrage, c'est de montrer que peut-être ces deux techniques, en fait, font système et sont appelées à sans doute fonctionner ensemble durablement. Ce que j'essaie de faire dans le livre, c'est pas simplement de m'intéresser aux Gilets jaunes, mais c'est effectivement de travailler sur des séries historiques, des tendances historiques. Donc j'essaie de replacer le mouvement dans une série historique d'autres formes de protestation ou de mobilisation, on en parlera peut-être tout à l'heure, et j'essaie aussi de replacer les réponses au mouvement dans des séries historiques plus longues, effectivement de réponses aux luttes sociales, principalement en Europe, parce que toutes ces choses évidemment doivent être là aussi pensées en fonction disons des situations nationales ou des situations dans un système monde plus global. C'est un point que je laisse de côté ici. Et donc pour ce qui est de l'Europe, effectivement il y a une tendance lourde à disons la répression accrue des manifestations, à des nouveaux dispositifs légaux qui augmentent disons les coûts d'entrée dans les protestations de rue par des arrestations préventives par exemple. C'est vrai depuis une dizaine d'années, ça a commencé en Espagne. En France, il y a disons une théorisation de ça, il y a aussi un armement de la police plus fort qu'ailleurs. Bon,
Bon, voilà, donc ça c'est l'aspect, disons, répressif. Mais en même temps, effectivement, il y a un aspect, disons, alors que j'ose pas dire participatif, parce que j'écoute mes collègues de sciences politiques qui sont spécialistes des dispositifs participatifs et qui ont peut-être été invités sur votre plateau, qui disent qu'au fond, le grand débat n'avait rien de vraiment participatif au sens strict et qu'il était plutôt pseudo-participatif puisqu'il s'agissait de répondre ou plutôt de donner, disons, des avis ou de répondre ou d'exprimer des opinions sur des plateformes numériques, donc c'est pas véritablement participatif, mais je vois en effet que ces deux disons réponses gouvernementales, qui sont pas les seules réponses gouvernementales, mais qui sont en tout cas l'essentiel des réponses gouvernementales au mouvement, font système. Pourquoi est-ce qu'elles font système? Elles font système parce qu'en réalité, en créant un dispositif pseudo-participatif, vous dites à la population, il y a une partie de la population qui accepte de débattre, ou en tout cas de s'exprimer verbalement sur des plateformes numériques. Et puis, il y a une partie qui recourt à d'autres modes d'expression, dont les modes d'expression dits violents. Je mets des guillemets avec mes doigts. Et donc, vous créez, au fond, une division interne au sein de la population, également au sein des Gilets jaunes, même si on sait par ailleurs, par des enquêtes sociologiques de collègues, par exemple de Sciences Po Paris, que le public qui a répondu au grand débat n'avait rien à voir avec la sociologie des Gilets jaunes. Donc mon idée, c'est que créer un contre-public comme ça, ou en quelque sorte une division interne entre délibératifs et en quelque sorte manifestants de rue, c'est quelque chose qui évidemment amené, qui a un avantage tactique dans une réponse gouvernementale. Et j'ajoute un dernier point, la redistribution de la parole plutôt que la redistribution, disons, économique, c'est là aussi une tendance lourde qu'on voit dans les démocraties, disons, néolibérales contemporaines, parce que sous contrainte budgétaire et sous contrainte de néolibéralisme, on ne peut pas redistribuer d'argent, donc on redistribue la parole. Et j'ajoute que à l'occasion de cette année qui vient, autour du débat sur les retraites, évidemment, on voit à nouveau un grand débat où disons, un simili-grand débat ou un para-grand débat poindre. Et je pense que dans les élections municipales, on va voir aussi des dispositifs participatifs, en tout cas être promis, voire être promus et développés. Donc c'est une tendance beaucoup plus lourde qui me semble effectivement devoir, disons, avoir une certaine fortune à l'avenir. Alors justement, cette tendance lourde de division, neutralisation et distribution de la parole plutôt que de l'argent public pour aller vite. Ça correspond à un autre phénomène là, que vous décrivez plus en longueur dans le livre, qui est la fin de l'âge fordiste. Alors évidemment, vous dites que ça fait longtemps que le fordisme, ce moment cette période de grand compromis entre capital, travail, des acteurs collectifs, unitaires, puissants, ça fait longtemps qu'il est fini, mais quelque part, vous dites les Gilets jaunes, ça nous montre que ça y est, on a vraiment tourné la page, on est vraiment dans autre chose. Et une des questions que j'avais, c'est finalement on est dans quoi alors? Comment on nomme le post-fordisme, qui est pas vraiment un terme très satisfaisant puisqu'il décrit pas grand-chose? Oui, alors ça c'est une question massive, celle que vous posez, parce qu'au fond elle renvoie à plusieurs sous-questions. Quand on parle de fordisme, on parle effectivement d'une régulation, d'un mode de régulation du capitalisme, et donc on parle aussi d'un mode de production, d'un mode de négociation collective, d'un mode de redistribution étatique, d'un type d'organisation des rapports sociaux par les États. Tout ça fait système, quoi. Voilà, tout ça fait système, et donc effectivement ça a des effets politiques sur en gros qu'est-ce qui est plus saillant, disons, dans les luttes sociales, et qu'est-ce qui au contraire est minoritaire, moins saillant, etc. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis 50 ans, depuis 68 en France, ce qu'on a appelé d'ailleurs lutte minoritaire, c'était des luttes qui justement sortaient du cadre, disons, fordiste. Est-ce que ce plan de lutte a constitué, un autre espace, disons, unitaire de politisation? La réponse est non. Est-ce que le fordisme, les modes de régulation fordistes sont complètement morts en France? La réponse est non aussi, puisqu'on voit très bien qu'autour de la réforme des retraites, par exemple, ce qui est en jeu, c'est justement, disons, le dépassement ou pas par un nouveau mode de gouvernement néolibéral du fordisme. En fait, le conflit entre, disons, l'ancien monde fordiste et le nouveau monde néolibéral, du point de vue, disons, des pratiques gouvernementales, ce conflit n'est pas complètement achevé. D'accord, donc c'est pas quelque chose de mort. Pour vous, on est encore dans une sorte de transition. De transition, c'est une transition très longue, parce que, en fait, je pense que la transition entre modes de régulation, c'est une transition qui se fait pas du jour au lendemain. C'est une transition qui prend des décennies. Et dans un monde
français qui a été très fordiste, disons, après 45, même si ça ne s'est pas fait là aussi en un jour, ça s'est fait plutôt en 2 ou 3 décennies, eh bien, effectivement, cette agonie à la fois du fordisme comme mode de production et du fordisme comme mode de régulation, elle est longue. Alors, je suggère dans l'ouvrage que malgré tout, les luttes sociales qui sortaient du fordisme, dont les Gilets jaunes, disons, sont un exemple parmi d'autres, eh bien, effectivement, peuvent se raccrocher à quelque chose qu'on pourrait appeler des luttes de reproduction sociale. Alors, c'est un point un peu technique dans lequel j'ai peut-être pas envie de rentrer maintenant parce qu'il nous engagerait trop loin, mais que je veux bien développer tout à l'heure. Mais je crois en réalité qu'autour de l'écologie, autour du féminisme, autour du care, autour de la question de la reproduction sociale intergénérationnelle, c'est-à-dire la possibilité de se projeter dans l'avenir, bah, effectivement, d'autres luttes sont en train de se constituer, d'autres organisations sont en train de se constituer, et c'est peut-être ça à quoi il va falloir trouver un autre mot. En effet, vous avez raison que, disons, régime de lutte post-fordiste, parce que tous les mots en post sont insatisfaisants, mais je n'ai pas de mots à proposer maintenant, et d'ailleurs, je ne crois pas que ce soit mon rôle. Et alors, dans le caractère inédit de cette mobilisation, vous consacrez un long développement à la place des maires, à cet échelon municipal qui a été en première ligne aussi dans ce mouvement, et vous montrez que le pouvoir a aussi réussi à faire que la jonction avec les Gilets jaunes, finalement, n'ait pas lieu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'a eu de singulier cette place des maires et de l'échelon municipal ? Ce qui a attiré mon attention, et je crois que c'est vrai dans toute analyse de mouvement social, hein, la tendance, quand on voit un mouvement social émerger, un mouvement social qui a des formes un peu justement inédites émerger, qui par ailleurs est durable, qui politise des gens qui n'étaient pas politisés, qui s'écarte des organisations, c'est qu'on regarde le mouvement, rien que le mouvement, tout le mouvement, et on regarde aussi ses acteurs principaux, ses protagonistes, etc. Et on oublie de voir effectivement le hors-champ, les autres scènes, les autres mouvements, etc. Et puis donc je me suis intéressé à une petite musique qui était tout à fait effectivement disons, souterraine, on peut même dire à peine audible pendant les 10 derniers mois, hein, qui est le rapport du pouvoir central, disons, aux élus locaux. Hein. Et ce qui m'avait frappé, c'est la manière dont le gouvernement Philippe et Emmanuel Macron ont pris soin des élus locaux dès novembre 2018, alors même que pendant les premiers mois, les premières années du quinquennat, au contraire, il y avait eu une fracture, voire même des tensions très fortes entre associations de maires et pouvoir central, entre élus locaux et pouvoir central, voire même un mépris justement du pouvoir central envers les élus locaux, qu'on peut d'ailleurs expliquer sociologiquement compte tenu, disons, des propriétés, enfin des caractéristiques, disons, d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe et de beaucoup de membres de ce gouvernement qui sont en fait qui n'ont pas été élus locaux ou qui ont été rarement des élus locaux eux-mêmes. Et donc, si vous voulez, voilà, donc il y a eu un soin qui a été accordé aux maires, dont on a encore entendu parler à la fin de l'été, après l'écriture de ce livre, puisqu'il est question justement d'un statut des élus locaux qui serait effectivement soumis au Parlement. Donc, mon point ici, c'est qu'il y a eu une bataille des mairies en réalité pendant tout le mouvement qui a consisté à s'assurer que les maires n'allaient pas, en quelque sorte, soutenir soit passivement, soit activement, en fonction des couleurs politiques, des tailles de ville, il y a plein de paramètres qui entrent en ligne de compte, le mouvement, d'autant que les cahiers de doléances des maires ruraux, en fait, avaient été, disons, mis en place parallèlement au mouvement, mais en partie indépendamment du mouvement. Et j'analyse, disons, le fait que ces cahiers de doléances aient été reversés au grand débat, plutôt que autonomisés ou reversés au mouvement, d'une certaine manière, comme un point important, disons, de la conjoncture des derniers mois. Donc il me semble qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup de signaux qui ont été envoyés en direction des maires pour s'assurer qu'ils ne soutiennent pas le mouvement, qu'ils n'appuient pas le mouvement, qu'ils ne donnent pas de salle, par exemple, aux Gilets jaunes, qu'ils appuient bien par des arrêtés municipaux la destruction des cabanes, voilà, ou la dissolution des ronds-points, etc. Bon, et donc ce point est un point assez important. Et bon, je vais même jusqu'à suggérer, mais c'est quelque chose qui doit encore être travaillé, hein, et puis, bon, je ne suis pas un spécialiste du pouvoir local, il y a des gens qui le sont plus que moi. Je vais jusqu'à suggérer qu'au fond, oui, les maires se sont plutôt appuyés en réalité sur le mouvement pour gagner en quelque sorte un certain nombre de choses auprès du pouvoir central, pour renégocier aussi les contraintes qui pèsent sur eux, les questions fiscales qui les avaient largement désavantagés au début du quinquennat,
Et donc, bon voilà. Donc, il y a effectivement, il y a pas que deux acteurs dans cette scène. Disons le mouvement et le gouvernement. Il y a aussi entre les deux plein d'autres acteurs, dont les maires et les associations de maires étaient à mon avis une pièce centrale. Alors justement, les acteurs, on a beaucoup parlé là du pouvoir, de la gestion du pouvoir de ce mouvement, mais revenons justement sur le mouvement lui-même, son originalité. Vous en avez dit un mot au début de notre entretien. Il y a une autre grande hypothèse qui nous a frappé à la lecture du livre, c'est celle d'une sorte de retour au local de l'action collective. Et donc vous faites aussi référence à tous ces travaux en sciences politiques, sociologie des mobilisations, qui ont bien montré qu'au fur et à mesure du 18e, 19e, 20e siècle, on est passé de ce qu'on appelle en langage savant un répertoire d'action collective plutôt local à quelque chose de national. Il y avait même beaucoup de supputations sur est-ce qu'on va passer à quelque chose de transnational ou de global. Et vous dites, non, en fait, ça ne progresse pas comme ça du plus petit vers le plus grand. Non, peut-être qu'il y a là un retour au local et vous faites des parallèles assez étonnants avec Notre-Dame-des-Landes, avec la ZAD, avec Nuit debout. Comment est-ce qu'on explique cette évolution à rebours alors même que il y a des enjeux, on parle du climat, de l'écologie qui typiquement sont à l'échelle planétaire? Pour comprendre, disons, les formes que prennent les protestations dans, justement, la moyenne durée, pas dans la seule conjoncture des Gilets jaunes, il faut regarder, d'une part, les protestations existantes, pas celles qu'on fantasme, pas celles dont on rêve, mais celles qui ont lieu. Donc la ZAD en fait partie, Nuit debout en fait partie. Voilà, pour les protestations les plus spectaculaires, il y a plein de protestations qui ne sont pas traitées par, évidemment, ni les médias, en tout cas pas les médias nationaux, et qui ne sont pas traitées non plus, mais qui sont traitées par le ministère de l'Intérieur, ou qui sont, voilà, et qui sont aussi des politisations du proche de plus en plus. Donc, si on regarde les manifestations existantes, disons, les pratiques d'occupation, la problématisation du territoire comme espace politique, pour des questions de passage de voies, de chemin de fer, de routes, d'éoliennes éventuellement, dans des spectres politiques très larges, qui ne sont pas exclusivement de gauche, qui peuvent être aussi effectivement des spectres conservateurs, va croissant. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que la politisation du monde du travail est de plus en plus difficile. Ça, c'est une tendance historique de longue durée. Le troisième point, c'est que l'altermondialisme, effectivement, c'est-à-dire, justement, comme vous le disiez, l'idée qu'il faut politiser les questions internationales, mais aussi à l'échelle internationale, soit à l'occasion de contre-sommets, soit en faisant du plaidoyer qui n'est pas spectaculaire dans des organisations internationales, soit par disons, une pression externe aux organisations internationales via des organisations non gouvernementales ou des mouvements sociaux alternatifs. En fait, ces formes de politisation ont en quelque sorte échoué depuis 20 ans. C'est mon hypothèse. Ça ne veut pas dire qu'elles ont échoué définitivement. Il n'y a rien de définitif en histoire. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose d'irréversible. C'est justement pour ça qu'il n'y a pas d'évolutionnisme qui fait qu'on va des scènes locales aux scènes nationales, aux scènes internationales. Mais il y a une difficulté à peser sur l'agenda international. Comment peser sur l'OMC, comment peser sur le FMI, comment peser sur l'ONU, comment peser sur le PNUD. On voit bien que c'est extrêmement difficile pour des citoyens. Donc, ça a été quand même l'espérance, disons, on pourrait dire post-89, après la chute du mur, et encore plus, évidemment, au moment, disons, de la mise en place du cycle altermondialiste à partir de la fin des années 90. Et donc, du coup, voilà, je dis que ce cycle n'est certainement pas mort. D'ailleurs, je n'oppose pas, disons, caricaturalement, l'idée de la problématisation, disons, des enjeux internationaux avec l'agir local. Il y a aussi de l'agir local qui pense les enjeux, disons, planétaires. C'est le cas notamment dans le mouvement écologique. Mais c'est vrai que quand des formes de protestation échouent ou quand elles sont devenues de plus en plus difficiles, on peut faire l'hypothèse qu'elles se reportent. Et j'ajoute un dernier point. J'ai parlé de ZAD, j'ai parlé de Nuit debout, j'ai parlé des Gilets jaunes. Je n'ignore pas que ces mobilisations sont différentes et qu'elles ont lieu dans des fractions sociales différentes, mais je note qu'elles ont en tout cas un début de langage commun à travers ce langage de l'occupation, ce langage de l'Assemblée et, disons, cette réflexivité sur le proche qui me semble de plus en plus grande et qui a été aussi exprimée, me semble-t-il, sur certains ronds-points. C'est fragile, mais ça a quelque chose de relativement robuste à cause justement du fait que ce soit diffus dans la société française, dans plusieurs mouvements sociaux et que par ailleurs, évidemment, ça a été aussi repris, ou plutôt pas repris, mais en tout cas décliné dans d'autres pays au moment des révoltes arabes, dans les mouvements Occupy qu'on a vus. Donc on voit bien que depuis 15 ans, quelque chose se cherche autour de cette relocalisation de la politique protestataire. Et alors, vous décrivez bien justement l'idéal
un peu autogestionnaire dans ce retour au local du mouvement. Comment ça s'articule avec, par ailleurs, une interpellation très forte de l'État et aussi ce besoin de verticalité? Alors, on peut donner un exemple, mais c'est vrai que Macron a été systématiquement, sa personne, interpellée, critiquée. Comment ces deux choses-là s'articulent? Est-ce que c'est une des contradictions du mouvement? Alors bon... il faudrait déjà s'accorder sur ce qu'on entend par besoin de verticalité. Moi, je n'observe pas, disons, l'expression directe de ce besoin de verticalité. J'ai vu qu'Emmanuel Macron était persuadé effectivement qu'il y avait un besoin de verticalité et qu'il a conçu sa fonction ainsi dès le début de son quinquennat. Je vois très bien qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de besoin de verticalité, mais je trouve que c'est très difficile à observer dans le discours des protagonistes. Voilà. Alors, besoin d'État, ça, je vous suis. En partie parce qu'évidemment, j'ai noté comme d'autres, et des collègues l'ont très bien noté, que dans le mouvement des Gilets jaunes, si on s'en tient à cette mobilisation, oui, il y avait à la fois une critique de la fiscalité et en même temps, disons, une déploration sur le fait que les services publics avaient quitté un certain nombre de zones du territoire, évidemment rural, également périurbaine, etc. etc. Donc j'entends tout ça. Pour moi, il n'y a pas de contradiction parce que si vous voulez, la demande politique du mouvement, je ne parle pas de la demande socio-économique, la demande politique du mouvement, elle est diverse, elle est hétérogène, et parler du mouvement pose plein de problèmes, je ne reviens pas sur ce point, mais disons, si on veut la schématiser, oui, c'est quand même une demande disons, d'approfondissement de la démocratie, c'est très très clair. La revendication du RIC, par exemple. La critique des représentants, la revendication du RIC comme revendication temporaire fédérant une partie du mouvement, et là aussi, je suis très prudent sur ce point, mais en tout cas, une critique des organisations politiques instituées, une critique des représentants, une critique des élus, une critique de Macron dans ce cadre-là. Macron démission, ça ne veut rien dire d'autre que ça. Une critique, au fond, de l'écart entre Macron, son discours, et effectivement le vécu des personnes mobilisées. Mais on voit bien qu'au fond, ça peut aller positivement vers des revendications ou des pratiques d'assemblée qui ont d'ailleurs été fréquentes sur les ronds-points et qui ont pris des formes même fédératives à travers l'Assemblée des assemblées, dont je ne fais pas l'alpha et l'oméga du mouvement, mais dont j'observe que, en tout cas, c'était un des lieux de cristallisation, je dirais de totalisation du mouvement, à côté du vrai débat, à côté de la revendication du RIC, à côté du porte-parole de certains leaders du mouvement, qui sont à chaque fois à côté de certains sondages de collègues ou de certaines enquêtes de collègues. Voilà. La question qui a été posée à toutes et à tous, c'est comment on totalise un mouvement très décentralisé, très hétérogène, socialement, géographiquement. Et donc, l'Assemblée des assemblées, c'est un des modes de totalisation. On a des délégués mandatés de manière temporaire qui montent de plusieurs ronds-points, etc. Donc, ces formes-là, c'est des formes, effectivement, de démocratie qu'on peut appeler radicale avec tous les guillemets, en tout cas de démocratie approfondie. Et je pense que ça, évidemment, ça porte quand même quelque chose de très net dans le mouvement, ce que j'appelle, disons, la dimension autonome du mouvement, ou le mouvement comme participant d'une série de mouvements plus larges qui s'inscrivent dans ce que un théoricien comme Castoriadis appelait le projet d'autonomie, c'est-à-dire, à minima, une indépendance vis-à-vis des organisations instituées de la politique et de la représentation, après une recherche tâtonnante qui se fait pas en un jour, de forme, plus cristallisée de cette autonomie ou de cette démocratie approfondie. Et là, il y a une palette, d'avenir possible pour ce mouvement, comme pour les autres mouvements dont j'ai parlé d'ailleurs tout à l'heure. Et justement, vous parliez des assemblées. Certains ont dit au sein du mouvement que c'était une frange peut-être plus issus de la gauche, qui avait cette culture-là de l'AG, qui n'était pas... Est-ce que, comme vous le montrez, ce mouvement a réellement réussi à transcender les clivages gauche-droite? Parce que, encore une fois, nous aussi sur le terrain, on avait quand même pas trop de mal à comprendre la culture politique antérieure de chacun et les lieux où ils se mobilisaient, où ils ne se mobilisaient pas, parfois ils ne se mélangeaient pas. Est-ce que finalement, il n'y a pas eu peut-être une part de non-dit là-dessus quand chacun disait « je suis gilet jaune » pour aussi masquer son appartenance politique antérieure? Je note deux choses. Premièrement, le mouvement
a tenu et tient encore jusqu'à aujourd'hui, en tout cas via ses figures, mais aussi via les réseaux sociaux, à cette idée qu'il est apartisan ou transpartisan. Donc, si on s'en tient à la parole des acteurs eux-mêmes... Est-ce qu'il faut la prendre au pied de la lettre? C'est un point important. Disons que, en tout cas, ce livre, qui n'est pas un livre de restitution de la parole jaune, qui est un livre effectivement de synthèse rapide, un point d'étape dans l'analyse du mouvement qui donnera lieu à d'autres enquêtes, à d'autres livres, etc. Ça, c'est évident. Ce livre, disons, prend le parti, oui, de pas porter un jugement politique a priori sur les pratiques et les discours du mouvement. Donc, il ne s'agit pas pour le chercheur, ou pour moi en l'occurrence, de dire, voilà, ça c'est de gauche, ça c'est de droite, ou de dire, la violence c'est bien, la violence c'est pas bien. Je me tiens, disons, dans une position de neutralité par rapport à ces points. Après, j'ai observé comme vous, soit sur les ronds-points, soit via les travaux de collègues, qu'il y avait effectivement des gens qui avaient des passés politiques d'extrême droite ou d'extrême gauche, de droite ou de gauche dans le mouvement. Dans les enquêtes, disons, qui ont été faites, qui posent plein de problèmes méthodologiques que je n'ai pas envie de poser ici, par des collègues, par exemple à l'échelle d'environ 1 millier de personnes, sur les appartenances ou les votes antérieurs de certains participants au mouvement, on avait effectivement 20% qui votaient France Insoumise, 20% qui pouvaient se rapporter à l'extrême droite, et puis un bloc abstentionniste plus important. Donc, moi je note qu'on ne connaît pas grand-chose de ce qu'étaient les votes antérieurs, on ne connaît pas grand-chose de la volatilité de ces votes. On voit bien que ces votes sont plus ou moins, disons, proches de ce que j'ai appelé le rejet des organisations politiques instituées. Et par ailleurs, je note que des enquêtes ethnographiques plus locales, comme par exemple celle de mon collègue Raphaël Chalier, que vous aviez invité à Mediapart à Commercy, dans le live à Commercy, notaient que des gens qui avaient voté extrême droite aux dernières élections ou qui avaient voté extrême gauche aux dernières élections se parlaient sur les ronds-points, alors même qu'ils ne se parlaient pas, disons, depuis très longtemps. Et lui a fait des observations de longue durée dans des villes qu'il connaît très bien parce qu'il y est lui-même né. Et ça, c'est corroboré par d'autres travaux dans la région lyonnaise, etc. Donc, voilà ce qu'il faut noter. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'au fond, indépendamment de la déclaration de transpartisanisme ou d'apartisanisme, il y a des personnes qui ne se parlaient plus parce que justement, en quelque sorte, le monde électoral, le champ partisan les avait divisés, qui se sont mis à se reparler en mettant entre parenthèses la question des symboles, on a beaucoup parlé des drapeaux français et de leur signification, la question des mots d'ordre, et en laissant quand même peu à peu de côté, finalement, tous les mots d'ordre issus de l'extrême droite, qui me semblent beaucoup moins présents aujourd'hui dans le mouvement qu'ils ne l'étaient, disons, dans les 3 ou 4 premières semaines. Et ça peut aussi s'objectiver très nettement. Alors, d'ailleurs, dans le livre, en dépit de cette position de neutralité que vous recherchez, on sent bien, à vous lire, que c'est un mouvement qui a eu des demandes qu'on peut quand même classer historiquement à gauche, de justice sociale, de demandes de nouveaux droits politiques. Donc, des revendications et en partie des victoires qui ont été obtenues de la part du pouvoir, obtenues sans la gauche instituée elle-même, sans les appareils syndicaux politiques. Oui, c'est un point qui est très important classique. Et donc je vais vous poser la question un peu brutalement, et ce sera la dernière. Est-ce que les appareils syndicaux politicaux de la gauche instituée aujourd'hui, est-ce qu'ils sont définitivement obsolètes à la lumière de ce mouvement? Alors, écoutez, vous savez en posant cette question que je ne vais pas y répondre directement pour 2 raisons. La première, c'est que je ne cherche pas à faire des prédictions. J'essaye effectivement de faire valoir, disons, des formes de politisation émergentes, un peu robustes, sur des périodes historiques qui ne sont pas simplement celles des 9 derniers mois, mais qui sont celles effectivement disons, des 15, des 20, voire des dernières années, voire de plusieurs décennies. Ça, c'est mon problème. Je ne pense pas que les organisations de gauche sont complètement obsolètes. Je note qu'elles sont divisées, qu'elles sont affaiblies, qu'elles sont décomposées, qu'elles ont été divisées par ce mouvement, et je vois qu'il est très difficile pour elles de se recomposer après un mouvement comme celui-là. Par exemple, est-ce que cet été, on a vu un grand travail réflexif dans les syndicats ou dans les partis sur ce qui s'est passé ces 9 derniers mois, dans les universités d'été, par exemple? Je note que non. Voilà, donc on est toujours sur, disons, le schéma qui a été déjà énoncé fin décembre, début janvier, de convergence des luttes, qui consiste à dire Gilets jaunes, vous êtes sympathiques, rejoignez-nous. Mais la question inverse de savoir comment est-ce que les organisations de gauche peuvent se questionner à partir du mouvement est une question qui me semble peu posée, même si elle n'est pas complètement absente.
Merci en tout cas, Laurent Jean-Pierre, d'avoir répondu à nos questions. Donc, je rappelle votre livre, Inji Room, les leçons politiques des ronds-points, c'est aux éditions La Découverte. Et pour voir tous nos autres entretiens, rendez-vous sur mediapart.fr.